Bonjour tout le monde. En cette semaine d'Halloween, j'ai eu l'idée de me pencher sur certains mystères de cette fête. Mon idée est de vous présenter les origines de ces phénomènes mystérieux. Je vais donc parler de la maison la plus hantée du monde, des loups-garous et du plus terrifiant de tous, Dracula. Allô? C'est en Angleterre, au début du 20e siècle, à Borley, que je vous amène visiter la maison la plus hantée du monde. Nous allons commencer l'histoire le 2 octobre 1928 avec l'arrivée de la famille du révérend Smith au presbytère de Borley. Dès son arrivée, le révérend Smith a remarqué le côté lugubre de cet endroit, du presbytère avec ses grandes briques rouges, des arbres qui masquaient la lumière, d'un bâtiment sans électricité et qui avait un lourd passé de phénomènes paranormaux. Un voisin aurait dit à M. Smith que le presbytère était bâti sur un lieu douteux, où au Moyen Âge, un moine et une religieuse tombés amoureux auraient été assassinés à cet endroit, et qu'il était toujours possible de voir la religieuse marcher dans les environs. M. Smith ne croyait pas à ces histoires, mais avec le temps, il a dû admettre qu'il se passait des choses bizarres à cet endroit. Des portes claquaient. Il entendait des chuchotements, des bruits de pas, et la femme de M. Smith a même dit avoir vu la religieuse. La famille Smith a donc invité un reporter et un médium. Et c'est à ce moment qu'une avalanche de phénomènes s'est déroulée. Ils ont vu des formes bizarres, un chandelier tomber et des pierres s'abattre sur les murs. Smith voulait en finir avec ces phénomènes. Il a donc organisé une séance de spiritisme avec le médium nommé Price. Et c'est lors de cette séance qu'ils ont entendu des bruits bizarres. Qu'un savon a même fait un bond devant leurs yeux et qu'un verre d'eau s'est transformé en encre. La famille Smith, à bout de cette histoire, a décidé de quitter Borley. Il va falloir attendre plus tard pour qu'une nouvelle famille s'installe au presbytère de Borley. C'est en 1930 que la famille de Lionel Forster va s'installer au presbytère de Borley. Les mêmes phénomènes vont se passer, ils vont entendre des bruits étranges et des objets vont se déplacer. Ainsi, en 1935, la famille de Forster quitte le presbytère. Le même médium, nommé Price, a décidé de louer le lieu et il a invité des amateurs de mystère à venir étudier les esprits. Et des phénomènes paranormaux se sont encore manifestés. Les amateurs de phénomènes paranormaux ont même dit avoir entendu un esprit annoncer la fin tragique du presbytère, qui se terminera dans les flammes. La popularité du presbytère devient grandiose. Tout le pays en parle. Price décide donc d'écrire un livre sur la maison la plus hantée d'Angleterre. Étonnamment, Price décide de ne pas renouveler son bail et un homme nommé Gregson achète la maison. Il n'a même pas terminé de s'installer et la maison a subi un terrible incendie. Dans le but de payer les factures, Gregson invite les gens à visiter le lieu le plus hanté d'Angleterre, enfin ce qui en reste. Et c'est en 1938 qu'enfin une enquête sérieuse avec des archéologues se fera sur le presbytère de Borley.
Les archéologues ont rapidement fait un lien avec Price, car à chaque fois qu'il était présent, c'est là qu'il y avait le plus de phénomènes paranormaux. Ils ont donc décidé de faire une enquête sur Price. Ils ont trouvé qu'autrefois, il était un illusionniste. Il faut donc comprendre qu'il est très facile pour un illusionniste de transformer de l'eau en encre ou de faire des petits tours de magie. Un journaliste a donc décidé de tendre un piège à Price. Il l'a invité sur les lieux et ensuite il l'a fouillé. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, des petits cailloux dans ses poches. Il restait toujours un mystère. La femme de Smith avait vu la religieuse. Alors on l'a interrogée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait inventé cette histoire, car elle n'aimait pas les lieux et elle désirait quitter cet endroit. Gregson a été le dernier à vivre dans le presbytère de Borley. Les années vont se succéder et le climat de l'Angleterre va ravager le bâtiment jusqu'en 1944 où il sera détruit pour toujours. Qu'arrivera-t-il de Price? Eh bien, il sera vu comme un menteur, comme un charlatan pour le reste de sa vie. Mais il a écrit, avant sa mort, une lettre qui disait que le presbytère était vraiment hanté. Les loups-garous, ou bien les lycanthropes, sont des humains qui sont capables de se transformer en loups. La légende du loup-garou semble exister depuis les tout débuts de la civilisation humaine, car nous avons trouvé des récits mésopotamiens qui parlaient des loups-garous. Les récits étaient encore plus répandus dans la mythologie grecque. Hérodote lui-même a mentionné que la tribu nomade, les Neuris, était capable de se transformer en loup une fois par année. Au Moyen Âge et durant l'époque moderne, de nombreux procès de loups-garous se sont conclus par l'exécution d'individus qui avaient admis être des loups-garous pour justifier leur meurtre en série, comme Peter Stump en Allemagne et Michel Verdun en France. Et même au Québec, au 18e siècle, on parlait dans la Gazette d'un loup-garou mendiant à Kamouraska. Maintenant, je vais vous partager mes explications sur ces phénomènes mystérieux. Tout d'abord, la lycanthropie clinique est une maladie dans laquelle le patient se croit réellement transformé en loup et il peut imiter le comportement du loup jusqu'à en attaquer des gens. Il y a aussi une explication biologique des caractères physiques du loup chez l'homme. Eh bien, c'est l'hypertrichose, qui est un symptôme d'un dérèglement hormonal qui se manifeste par une pilosité envahissante chez l'homme. Fait intéressant, j'ai déjà eu la chance d'aller au château de Blois, en France, et j'ai remarqué une toile d'une jeune noble nommée Togina Gonzalvus qui avait le symptôme de l'hypertrichose. Cette jeune fille qui vivait à la cour d'Henri II avait dans ses mains un papier qui montrait ses titres de noblesse. La toile signifie donc que l'apparence physique était moins importante que le titre. Avertissement. La prochaine histoire n'est pas pour les jeunes enfants ou les gens plus sensibles. L'histoire de Dracula, ou sinon de Vlad III, commence en 1431 à Valaquie, qui est l'actuelle Roumanie. Pourquoi Vlad III était aussi connu sous le nom de Dracula? Eh bien, son père, qui était roi de Valaquie, faisait aussi partie d'un ordre de chevaliers qui luttait contre l'Empire ottoman, et cet ordre se nommait les Dracouls, qui signifiait dragon en ancien roumain. Il a donc décidé d'appeler son fils le fils du dragon, Dracula. Lors de son enfance, Dracula ne semble pas avoir manqué de grand-chose. Il a même reçu une très bonne éducation pour un jeune homme de cette époque. Mais un jour, tout a basculé. Les Ottomans étaient à la porte de la Valaquie et il a subi une attaque.
Ne faisant pas le poids devant l'armée des Ottomans, Vlad II, père de Dracula, devait démontrer son allégeance au sultan Mehmed II. Il lui a donc donné ses 2 fils. Vlad III, ou sinon Dracula, est donc parti à la cour des Ottomans et il a subi des tortures en tant qu'enfant. Il restera traumatisé de cette période. Pendant ce temps, le père de Dracula a subi un 2e coup d'État et en meurt. C'est ainsi qu'il aura des idées de vengeance envers les traîtres et les Ottomans dès sa jeune enfance. Il finira par quitter l'Empire ottoman pour retourner en Valaquie, se monter une armée et reprendre le trône de son père. Il installera un régime de terreur. Il commencera par faire la liste des gens qui ont participé au coup d'État contre son père, afin de les inviter à manger pour Pâques et ensuite tous les empaler et réduire à l'esclavage leurs enfants. Il va aussi empaler des moines, des mendiants et des gens innocents. On pourrait dire que c'est le roi de la brochette. Appuyé par le pape et motivé par sa soif de sang, Dracula ira même attaquer l'Empire ottoman et insulter le sultan. Dracula avait seulement 30 000 hommes, tandis que l'Empire ottoman avait réussi à monter une armée nombreuse de 150 000 hommes. Dracula décidera donc d'utiliser l'intimidation pour vaincre son ennemi. Il va brûler de nombreuses terres sur les frontières de la Valaquie et de l'Empire ottoman et il fera une forêt d'empalés avec des gens de son propre peuple. Une fois rendus devant la forêt des empalés, les Turcs vont rebrousser chemin, car ils diront qu'ils n'étaient pas de taille face à un monstre pareil. Fou sanguinaire pour certains, Dracula est un héros pour d'autres, car il a vaincu l'Empire des Ottomans. Quels sont les liens entre Vlad l'Empaleur, connu sous le nom de Dracula, et les vampires? Eh bien, sans aucun doute, c'était un homme sanguinaire. Il vivait dans un château sombre. Il avait un sérieux malaise devant les hommes d'Église. En effet, il a assassiné beaucoup de moines. Et aussi son obsession pour l'empalement. Eh bien, il faut faire un lien sur la façon de tuer les vampires lorsqu'on plante un pieu dans le cœur et la façon de tuer de Vlad l'Empaleur. Voilà la véritable histoire de Dracula, ou sinon du roi de la brochette. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.